Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 11 de Kaiju Number 8. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Alors moi, pour le tome 11, j'ai chopé une nouvelle fois le tome collector. On avait déjà un tome collector pour le tome 10. Cette fois-ci, une refond tome collector pour le tome 11. Et bah dis donc, ça fait quand même beaucoup de collector. Au niveau du collector du tome 11, on a une petite boîte comme ça à l'effigie de Kafka en mode transformé. Derrière, il y a ces trois potes de toujours de l'unité 3. Quand on ouvre la box, ça se présente comme ça à l'intérieur, et ici il y a tous les bonus. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme bonus? On a déjà une petite plaque en métal où il y a tout simplement Kafka en mode Kaiju, donc c'est assez sympa. Alors je l'ai, hop, j'espère qu'on voit plutôt bien, voilà, avec le reflet. On a eu quoi également? On a eu le roman, le fameux roman qui est ici, hein, classique. Alors le roman je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vite fait feuilleter, et d'après ce que j'ai pu voir, ça raconte tout simplement les événements de Kafka, de Kikoru quand ils sont venus tout simplement dans la section numéro 3. Donc en fait les événements qui se sont passés en manga, tu les retrouves en la même chose mais en version roman. Alors j'ai pas feuilleté, je l'ai pas lu en entier, mais je suis un peu déçu quand même au niveau du bout. Je pensais que ça allait être une nouvelle histoire annexe pour en apprendre un peu plus sur les personnages. Et ben non, en fait c'est exactement ce qui s'est déjà passé dans le manga, mais en version roman. Et en termes de bonus, on a eu le fameux tome avec la jaquette réversible, hein, là, voilà, au niveau de la première de couverture. Et quatrième de couverture, c'est comme ça. Et quand on ouvre le 2, ça fait une très belle image. Alors une image qui était présente dans le book illustrator du tome 10 déjà. Donc voilà, hop, ça c'est la première face. Et en termes irréversibles, on peut voir en termes irréversibles cette face là où on peut voir tout simplement Narumi avec son arme qui combat, qui est assez stylé, franchement qui est vraiment assez stylé. Donc voilà en termes de jaquette de bonus. On a également une page en couleur, petite page en couleur qui, comme d'habitude dans chez les Kaiju, où on a cette fois-ci, alors ce qui est plutôt bien, c'est qu'ils ont mis en avant un personnage où on n'a pas tellement eu l'occasion de la connaître, hein. Shinonome, la lieutenante de Narumi, hein, commandant de la première division. Donc ça c'est vachement bien, hein. On a la version sans casque et la version avec casque, puisque elle a quand même ce moment d'importance dans ce manga, hein. Et puis on a une nouvelle page en couleur où on peut voir tout simplement Oshina face à son adversaire, hein, le fameux terrible Kaiju qui est capable de manier les lames. Voilà en termes de bonus. Et à la fin du manga, on n'a pas de bande dessinée. Non, on n'a pas de bande dessinée. La bande dessinée, elle est bien évidemment à la quatrième de sous-couverture qui est ici, qui est vachement cool. Donc voilà en termes de bonus, en termes de jaquette. Au niveau de l'édition collector, bon, un poil déçu par rapport au manga, puisque on est clairement dans le copier-coller du manga qui est retranscrit en roman. Donc ouais, je suis quand même déçu. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus d'édition collector, et on s'attaque directement à la partie review. Kaiju Number 8. Et trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Regain de Sursaut. Et oui, hein, puisqu'on s'était arrêté où tu avais tous les membres humains à fort potentiel, il avait été envoyé des Kaiju numérotés face à eux, et ils étaient tous en difficulté. Et là on va plus s'attarder sur le cas Shinonome. Et oui, Shinonome c'est qui? C'est tout simplement la lieutenante du commandant Narumi de la première division. Alors Shinonome, on n'a pas eu le temps réellement de bien la voir, de bien la décrire. Alors, on a commencé à la percevoir à la fin du tome 10. Et là on a commencé à en apprendre un peu plus sur elle, hein. En fait tout simplement c'est une lieutenant, c'est une soldat classique. Elle a monté les échelons jusqu'à que Narumi la remarque et puis la nomme lieutenant, hein, l'équivalent du bras droit, hein, l'équivalent de Oshina si vous préférez dans le secteur 3. Et puis là on peut voir qu'elle est en face d'un Kaiju numéroté et elle est en difficulté, hein. Clairement elle est en difficulté. Pourquoi? Tout simplement déjà elle n'utilise même pas d'armes numérotées, donc ça va être très compliqué de battre un Kaiju numéroté si tu n'utilises pas d'armes numérotées.
Et puis là, elle est complètement démunie. Alors elle essaye d'avoir un regain de sursaut en lui tirant des balles de fusil dessus. Dans un premier temps, elle pense que ça a gagné, manque de peau. Le kaiju apparaît dans son dos, lui donne un coup de poing et puis l'assomme littéralement. Il a fallu l'intervention de Kafka qui vient, qui monte au front pour venir l'aider pour la sauver, tout simplement. Et puis là, tu as Kafka qui sort sa pression spirituelle. En face, tu as le kaiju qui fonce sur Kafka. Kafka avec un seul coup de poing. Il l'a mis KO. Ah, clairement, Kafka, il a évolué. Hein. Alors, je savais que le kaiju number 8, là, il était assez puissant, mais quand même, c'est en face, c'est quand même des numérotés. Hein. Il a mis KO le kaiju numéroté en un seul coup de poing. Et quand tu vois que l'état-major côté humain, il voulait garder Kafka pour le kaiju number 9, eh ben, ils ont eu raison quand même de l'envoyer. Enfin, ils l'ont pas envoyé, c'est même Kafka qui a décidé de partir et de rompre sa promesse pour venir sauver parce qu'il n'avait pas le choix et ils l'ont laissé faire parce qu'ils se sont dit évidemment là, franchement, heureusement Kafka était là parce qu'on était mal barré. Du côté de Kikoru, alors Kikoru, elle aussi, quand Kafka il est venu sur le terrain, il a un peu fait jouer sa pression spirituelle. Tous les kaiju aux alentours, ils ont ressenti sa pression spirituelle, donc ça les a un peu titillés. Kikoru aussi, hein. Kikoru qui avait même demandé à Kafka de ne surtout pas intervenir dans son combat, qu'elle allait gérer toute seule. Kikoru, malgré l'emprise psychique qu'elle a, elle se relève, elle commence à battre et à toucher le kaiju numéro 15. Et là, on va un peu rentrer dans l'esprit du kaiju numéro 15 et notamment sa relation qu'elle a avec son père, hein, littéralement son père qui est le kaiju number 9. On va voir très clairement que elle a beaucoup envié, si vous préférez, Kikoru, notamment la relation qu'elle a eue Kikoru et Isao. Parce que clairement, pour elle, la relation entre Kikoru et Isao, hein, son défunt père, c'était de l'amour. Alors c'est pour ça que son père était vraiment dur avec elle parce que tout simplement elle l'aimait. Et elle pensait qu'au départ, le kaiju numéro 9 qu'elle considère comme son père, eh ben, l'aimait également de la même manière que Isao et Kikoru. Pas du tout. Le kaiju number 9, si vous préférez, il utilise tout simplement les kaiju comme des outils et comme des armes. D'ailleurs, elle lui a posé plusieurs fois la question: est-ce que tu m'aimes? Et la seule réponse qu'avait le kaiju numéro 9, c'est: je t'aimerai quand tu auras battu Kikoru. Donc clairement, il n'y a aucun amour, c'est platonique. Et ça, franchement, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt assez intéressant de suivre la relation kaiju numéro 15 et évidemment son créateur. Et là, quand même, tu peux voir que c'était la première fois qu'un kaiju enviait, si vous préférez, un humain. Franchement, c'était très joli et très beau. Évidemment, Kikoru a fini par battre sa rivale et son alter ego. Au niveau des événements, j'ai envie de l'intituler un plan minutieusement étudié. Et oui, on va retrouver le kaiju number 9 qui a parfaitement étudié la chose. Le gars, avant d'attaquer, il a mis ses petits pions et puis le chemin lui a été tracé. Ah, il est foudrement intelligent. Le gars, il a pris et absorbé le chef Isao, hein, le chef de général en chef, tout simplement pour avoir sa mémoire. Pourquoi? Tout simplement, c'est quand même le chef, donc il connaît un peu les points faibles et l'infrastructure. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que le kaiju numéro 9 a pilonné et attaqué 3 points stratégiques assez sensibles. 2, le gars, il a réussi à choper Isao qui maîtrise plutôt bien, même parfaitement l'arme du kaiju numéro 2. Donc il a ingurgité, donc normalement le kaiju numéro 9 est capable d'utiliser la puissance de frappe du kaiju numéro 2. Et 3, le gars, il a absorbé la mémoire d'Isao. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il connaît très bien son effectif. Hein. Et donc le kaiju numéro 9 a pu utiliser toute sa mémoire pour pouvoir pondre des kaiju et les placer au bon endroit, hein, face à des adversaires qu'il juge capables de les battre. Et ça, franchement, c'était assez intéressant. Hein. Par exemple, Kikoru, vu que Kikoru c'est la fille d'Isao, Isao connaît parfaitement les forces et les faiblesses de Kikoru qui est sa fille. Hein. Elle sait très bien que mentalement, depuis la mort de sa mère, elle est fébrile. Et qu'est-ce qu'il a fait le kaiju numéro 9? Il a pondu un kaiju capable de rentrer dans le cerveau de Kikoru et de lui lancer des attaques psychiques pour la faire un peu douter. Donc là, clairement, il applique tout simplement ce que le cerveau d'Isao lui a appris. Et ça, c'est franchement très intelligent. Hein. C'est la même chose
pour Oshina. Oshina qui est capable de combattre avec des petites épées. Il lui envoie qui? Il envoie un petit kaiju capable de combattre avec également des épées pour un peu contrer Oshina. Du côté de Narumi, donc en gros il voit un peu l'avenir si vous préférez, il envoie un kaiju qui utilise l'eau, et vu que son pouvoir est inefficace face à l'eau, Narumi il est dans le pétrin total, hein. Il y a juste Mina où on ne connaît pas un peu les points faibles. Bon, si on connaît le point faible de Mina, clairement elle nous l'a dit, hein. Mina elle est très forte quand c'est des combats de loin, hein, c'est-à-dire tir de loin et tout ça, elle est très forte. Mais en combat rapproché, Mina elle est très pourrite, hein. C'est elle qui l'a dit, hein. Elle est à peine capable de manier un couteau. Donc là franchement, pour le moment on n'a pas vu Mina depuis 2 tomes. Alors je sais pas, je sais qu'ils lui ont envoyé un kaiju numéroté, hein, c'était le numéro 14 de mémoire. Mais le jour on va s'attarder sur Mina, franchement j'ai peur pour Mina, sincèrement j'ai peur pour Mina, parce que hormis son arme, tu enlèves son arbre, tu enlèves son tigre qui la suit partout, Mina, très sincèrement, en combat rapproché, elle est très faible, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pris Oshina sous son aile, hein, et elle sait très bien que ça c'est un point faible, donc elle a pris Oshina qui est censé normalement combler ce point faible. Manque de chance, Oshina il est coincé avec un autre kaiju numéroté. Donc Mina franchement j'ai très peur, hein. Pour le moment on n'a eu pas de nouvelles de Mina depuis 2 tomes. Mais à voir avec ce petit côté. En tout cas le kaiju number 9, hein, vous pouvez voir son intelligence, hein. Le gars il a su choper la personne idéale dans le camp ennemi, et il utilise tout simplement la mémoire pour pouvoir mettre à terme ses plans. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler le Mangekyo Sharingan. Et oui, hein, puisqu'on va plus s'attarder ici sur le combat de Narumi face au kaiju aquatique, hein, puisqu'il utilise des techniques d'eau. Clairement, encore une fois, le kaiju numéro 9, il a mis un kaiju qui est capable de contrer le pouvoir de Narumi, hein. Je vous rappelle, le pouvoir de Narumi, c'est qu'il a un œil, ses yeux, ils sont capables un peu de détecter les mouvements électropsychiques du corps, et donc d'en déduire les mouvements, et en gros il voit un peu le futur. Grâce à ça il prévoit à l'avance quelle attaque la personne en face de lui va faire. Sauf que voilà, et en face c'est un kaiju qui utilise des techniques d'eau, et dans l'eau il n'y a pas réellement de trucs chimiques et électroniques. Donc en fait le pouvoir de Narumi est totalement inefficace. Et là tu vois, Narumi il se fait littéralement dominer, hein. T'as le kaiju qui envoie des attaques d'eau, des coups de poing d'eau, il se fait transpercer de toutes parts. Narumi se dit c'est pas normal tout ça, je veux un peu élever mon niveau. Et puis là il va élever son niveau, et à notre grande surprise le gars il va un peu débloquer son Sharingan qu'il a, tout simplement il va le passer au niveau 2. Et là le Sharingan qu'il a au niveau 2, clairement il voit littéralement le futur, hein. C'est ce qu'il a dit, il a dit mec je vois le futur clairement cette fois-ci, hein. Là c'est plus histoire de voir les psychiques et électroniques dans ton corps pour en déduire tes mouvements futurs. Là je sais dès à présent c'est ce que tu vas faire. Et puis là il arrive plutôt bien à contrer son adversaire et à battre son adversaire. D'autant plus que c'est Isao qui l'a entraîné personnellement. Donc le kaiju numéro 9 savait tout des techniques de Narumi. C'est pour ça qu'il a dû un peu élever son niveau et proposer une technique qu'il n'a jamais montré, ou qu'il n'a pas eu l'occasion de montrer à Isao. Et il arrive à défaire le kaiju. Du côté d'Oshina, le gars il entend que tous ses potos ont gagné, hein, parce qu'ils sont en communication en termes de radio. Donc il sait qui a gagné, hein. Kikoru a gagné, Narumi a gagné, Shinominomé grâce à Kafka a gagné également son combat face au kaiju numéroté. Là il reste que lui et Mina. Donc là il se dit ok, on va passer à la vitesse supérieure, je change de tactique. Vu qu'il est un peu égal et même il se fait un peu dominer par le kaiju numéroté, il décide de changer d'arme. Alors moi au départ je pensais qu'il allait prendre des flingues, je me suis dit tiens il va changer de tactique, il va utiliser des armes. Et ben non, pas du tout. Le gars il va sortir une épée, il va lâcher ses deux armes, ses deux épées assez courtes. Et puis il va tout simplement prendre une épée, et là il va tracer, il va littéralement couper le bras je crois du kaiju en face. Et là tu peux voir toute la puissance qu'a Oshina. Dans le même temps on a appris qu'également que Oshina avait un petit frère, non un petit frère, un grand frère plutôt. Son grand frère il était très reconnu, extrêmement puissant dans tout, il est capable de manier à la fois l'épée, les flingues et les pistolets. Par contre on ne sait pas ce qui est devenu son grand frère, hein. On sait seulement que son grand frère c'était franchement le plus badass de son clan. Le problème c'est que son grand frère on ne sait pas ce qu'il est devenu, hein. Alors, à mon avis il a dû périr lors du combat en même temps que la mère de Kikoru. Mais là franchement aucune nouvelle de son grand frère. On a juste dit
poser l'information comme ça. Au fait, Oshina, il a un grand frère, c'était un frère assez badass, assez puissant et assez fort. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Hein. Donc, dommage, j'aimerais bien quand même qu'on en apprenne un peu plus sur son grand frère, où est-ce qu'il est, s'il est mort, comment il est mort. Franchement, ça aurait été vachement chouette. Quoi qu'il arrive, Oshina n'a pas encore fini son combat. On a juste vu qu'il a pris un peu plus de level up grâce à sa nouvelle technique. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 11 de Kaiju Number 8. Hein. Encore une fois, un tome très intéressant où on a mis en avant le fameux combat de Narumi, et ça c'est vachement cool. On a mis également en avant sa lieutenante qu'on n'a pas eu le temps de bien découvrir dans les tomes précédents. Là, une personnage secondaire quand même qui a plutôt été bien mis en avant. Ça c'est vachement cool. On va également, je pense, avoir dans le tome suivant la fin du combat de Oshina face au Kaiju qui est en face de lui. Et par contre Mina, sa lieutenante là, Mina, aucune nouvelle de Mina. Et j'ai très peur pour Mina parce que le Kaiju numéro 9, il a positionné des Kaiju qui sont censés défaire les points forts des humains. Là, le point fort de Mina, c'est qu'elle est forte à longue distance. Donc, et puis c'est tout, elle a que ça. Tu lui enlèves ça et son tigre qu'elle se balade avec un tigre blanc partout. Mina, j'ai très peur. Je pense que ça va être très très compliqué pour Mina. À tel point, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas vu Mina depuis les 2 derniers tomes. Hein. Dans le tome 10, on n'a pas vu Mina. Là, dans le tome 11, on n'a toujours pas vu Mina. J'ai peur pour Mina, j'ai peur que dès qu'on la retrouve, elle est complètement à terre, ensevelie sous les rochers. Hein. Franchement, à voir et à faire attention avec Mina dans le prochain tome. Voilà ce que je pouvais dire. Alors en termes de notes, j'aurais mis la note de 5 sur 5. Hein. Franchement, j'ai plutôt assez intéressant. Tome cool, pas mal de bonus. Évidemment, j'ai pris la version collector assez intéressant. Bon, un petit peu déçu par rapport au tome. Qui nous raconte tout simplement les événements qui s'est passé dans le manga. Donc en fait c'est le copier-coller mais en version roman. Bon, un poil déçu par rapport à ça, mais sinon dans l'ensemble, eh ben, je suis content de ma lecture. Voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.